Bonjour, vous écoutez le podcast d'actualité de l'Hebdo des Toulousains. Aujourd'hui nous revenons sur les similitudes frappantes entre l'affaire de la disparition de Delphine Jubillard et l'affaire de la disparition de Suzanne Viguier. En effet, la disparition de Delphine Jubillard, survenue alors qu'elle avait 33 ans, fait étrangement écho à celle de Suzanne Viguier, disparue à 38 ans. À l'époque, le procès Viguier s'était tenu à Albi. Aujourd'hui, c'est encore à Albi que se joue un procès hors norme, où plane la crainte des enquêteurs et magistrats de reproduire les erreurs du passé. Deux affaires, deux époques, mais une même question: comment rendre justice quand l'ombre du doute plane et qu'aucune certitude matérielle ne vient trancher? Affaire Jubillard, un écho troublant à l'affaire Viguier, un podcast réalisé par la page Culture. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans une affaire qui tient vraiment la France en haleine. Le procès éminent de Cédric Jubillard. Oui, après 3 ans d'instruction, c'est énorme. Un dossier colossal, 27 tomes. Et surtout, la disparition de son épouse, Delphine, il y a 5 ans maintenant. Ça reste une énigme. L'écho médiatique, judiciaire est immense. Absolument. Et ce qui ajoute une couche de complexité, presque de vertige, je dirais, ce sont les échos troublants avec une autre affaire. Une affaire qui a marqué Toulouse. L'affaire Suzanne Viguier? Exactement, disparue en février 2000. Une analyse journalistique récente, d'ailleurs de Vladimir Max, s'est penchée justement sur ces parallèles. Et ils sont saisissants. C'est précisément ça qui nous intéresse aujourd'hui. Notre objectif, c'est de décortiquer, via cette analyse, les points communs, mais aussi les divergences qui sont importantes entre ces deux affaires. Pourquoi cette résonance si particulière entre Jubillard et Viguier? Et surtout, qu'est-ce que cette comparaison nous révèle sur la nature même de ces enquêtes criminelles si ardues? Sans corps, sans aveu. Voilà, où tout repose sur des faisceaux d'indices. C'est une excellente manière d'aborder la question, je trouve. Comparer ces deux dossiers, qui ont quand même 20 ans d'intervalle, ça met en lumière non seulement des schémas peut-être récurrents, Oui. mais aussi l'évolution des méthodes d'enquête et peut-être même les attentes de la justice, du public. Entrons dans le vif du sujet alors. Le procès de Cédric Jubillard se profile pour meurtre commis par le conjoint. C'est ça, l'article qu'on a là sous les yeux met d'emblée en avant cette sensation de déjà-vu par rapport à Viguier. Oui. Un couple en crise, des tensions palpables, l'ombre d'un amant, ce huis clos familial qui devient le théâtre présumé du drame. Et puis l'absence terrible. Pas de corps, pas d'aveu. C'est le point de départ frappant de cette comparaison quand même. Pour bien comprendre, rappelons peut-être les faits essentiels de l'affaire Viguier. Oui, bonne idée. Le 27 février 2000, Suzanne Viguier, professeure de danse, 38 ans, elle s'évapore. De son domicile toulousain, quartier La Terrasse, elle disparaît sans laisser de message, sans témoin direct. Et très vite, les soupçons... Très vite, les soupçons se portent sur son mari, Jacques Viguier, professeur de droit assez réputé. Le couple traversait une crise profonde. Et l'analyse qu'on lit le décrit comme étant lui-même infidèle et ayant eu, disons, aux yeux des enquêteurs de l'époque, un comportement jugé déroutant. Oui, déroutant, voire fuyant. C'est ça, dans les premiers temps de l'enquête. C'est vrai que ce comportement a beaucoup pesé. Mais arrêtons-nous sur une première similitude factuelle, assez fondamentale que relève l'auteur. Laquelle? Dans les deux cas, c'est le mari qui alerte les autorités. Jacques Viguier se présente au commissariat à leurs mots. Oui. Cédric Jubillard, lui, appelle les gendarmes au petit matin du 16 décembre 2020. L'article suggère même que cette similitude, plus l'âge identique des disparus, 38 ans, et ce contexte de séparation latente... Ça a dû sonner une cloche. Exactement. Ça a pu immédiatement mettre les enquêteurs de l'affaire Jubillard en alerte, conscients peut-être des difficultés rencontrées 20 ans plus tôt dans l'affaire Viguier. Cette alerte donnée par le conjoint, c'est vrai que c'est un classique dans ce type d'affaires, mais ça place d'emblée celui qui alerte dans une position ambivalente. Témoin clé ou suspect potentiel. Exactement. C'est un point de départ commun qui oriente forcément les premières investigations, parfois au risque de créer un biais initial. Parlons justement du contexte relationnel. L'analyse est formelle là-dessus. Les deux couples étaient au bord de la rupture. Oui, des tensions fortes, une séparation envisagée ou déjà en cours. C'est ça. Dans le cas Viguier, l'infidélité était apparemment mutuelle, ce qui ajoutait à la complexité des relations au sein du couple et avec leur entourage aussi. Bien sûr. Mais ce qui est particulièrement souligné dans l'article, c'est la manière dont l'enquête s'est très rapidement et quasi exclusivement focalisée sur Jacques Viguier. Son profil intellectuel, peut-être sa façon de réagir jugée peu conventionnelle face au drame, l'ont rendu
pas très clair aux yeux des policiers, comme le rapporte l'analyse. Oui, Et cette focalisation a pu, suggère l'auteur, occulter d'autres pistes ou d'autres interprétations des faits à l'époque. et là, c'est difficile de ne pas voir un écho dans l'affaire Jubilard quand même. Ah oui, Malgré ses dénégations constantes, Cédric Jubilard est lui aussi devenu très vite le suspect numéro 1. oui, l'enquête semble vraiment s'être concentrée sur sa personne, son emploi du temps, ses déclarations, ses réactions. Et la pression médiatique a sans doute aussi joué un rôle là-dedans, dans cette focalisation intense. Cette concentration de l'enquête sur le conjoint, c'est fréquent, hein, en l'absence d'indices qui mèneraient clairement vers une tierce personne ou une disparition volontaire. C'est logique. Logique, mais risqué. Mais ça comporte le risque de l'effet tunnel, oui, où les éléments à décharge sont peut-être moins bien considérés. Abordons maintenant les indices matériels, ou leur absence, ce qui est parfois tout aussi parlant. Oui, c'est souvent là que les affaires basculent. L'article nous rappelle les éléments qui avaient pesé lourd dans le dossier Viguier. Des traces de sang, certes minimes, contestées, Très contesté même. mais retrouvées dans la salle de bain. Et surtout, cet épisode du matelas et des draps du lit conjugal, Ah, le fameux matelas. emmené à la déchetterie par Jacques Viguier quelques jours après la disparition de Suzanne. Un geste qu'il a expliqué, mais qui a forcément nourri la suspicion. Oui, ce geste sur la literie, ça a été un point central des deux procès Viguier, absolument. Maintenant, si on regarde l'affaire Jubilard à travers ce prisme de l'analyse, Oui, on trouve un écho troublant, mais aussi une différence majeure. L'élément matériel qui a immédiatement sauté aux yeux des enquêteurs chez les Jubilards, c'est cette fameuse couette. la couette dans la machine à laver. Exactement. Retrouvée dans la machine, programme en cours quand les gendarmes arrivent sur place à 4h50 du matin. Alerté par Cédric Jubilard lui-même. Et c'est fou ça. Il y a aussi les lunettes de Delphine retrouvées cassées près du canapé. 2 éléments matériels forts là. Effectivement, cette couette lavée en pleine nuit alors que l'épouse est portée disparue, c'est un geste qui interroge fortement. Mhm. Je me souviens de la citation du procureur de l'époque, Dominique Alzehari. Elle est reprise dans l'analyse et elle avait marqué les esprits. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Quand ils arrivent sur place à 4h50, les gendarmes trouvent Cédric Jubilard occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette du lit dans laquelle son épouse dormait. La précision est chirurgicale, Oui, et l'insinuation est évidente. carrément. Tout à fait. Ce geste, Cédric Jubilard l'a expliqué par une raison prosaïque. Le chien aurait uriné dessus, je crois. Oui, c'est ça. Mais dans le contexte d'une disparition inexpliquée, ce lavage nocturne est interprété par l'accusation comme une tentative de faire disparaître d'éventuelles traces. Logique. Cependant, et c'est là la différence capitale que souligne l'analyse qu'on consulte, contrairement à l'affaire Viguier, Oui. aucune trace de sang exploitable de Delphine n'a été retrouvée au domicile des Jubilards, malgré des recherches scientifiques poussées. Ah, ça c'est important. Oui, l'absence de cet indice matériel clé distingue vraiment les deux affaires sur le plan scientifique forensique. C'est un point crucial. Dans l'affaire Viguier, il y avait ces traces de sang, même minimes, qui alimentaient le scénario criminel. Exactement. Dans l'affaire Jubilard, l'accusation repose davantage sur un faisceau d'indices comportementaux et sur des éléments matériels suspects comme la couette ou les lunettes. Mais sans la preuve scientifique irréfutable qu'aurait constitué une trace de sang. Voilà. Exactement. Ce qui donne encore plus de poids dans le dossier Jubilard à l'interprétation des comportements, des déclarations et justement à ce geste autour de la couette. Un autre élément commun pointé par l'article, la présence dans les deux histoires d'un amant. Ah oui. Encore un parallèle qui ajoute une couche de complexité. Oui, mais ce qui est fascinant ici, et l'analyse le met bien en exergue, c'est la différence. La différence de perception et de rôle joué par cet amant dans les deux enquêtes. Ah bon? Oui. Comment ça? Dans l'affaire Viguier, l'amant de Suzanne, Olivier Durindet, a été très présent, médiatiquement et dans la procédure. Initialement, il n'était pas suspecté. Non. Mais son rôle a été qualifié de trouble par la suite, notamment après la révélation d'écoutes téléphoniques. Ah oui, c'est vrai. L'article rappelle que ces écoutes suggéraient qu'il aurait pu briefer, conseiller des proches de Suzanne avant leurs auditions par la police. Ça jette un doute. Ça jette un doute sur sa totale sincérité, ses motivations réelles. Il a été une figure centrale, presque un contrepoint au mari suspecté. D'accord. Et dans l'affaire Jubilard, La situation semble différente si on en croit l'analyse. effectivement, l'amant de Delphine Jubilard, bon, il a été identifié, entendu par les enquêteurs, évidemment.
Bien sûr. Mais il est décrit dans l'article comme étant resté assez en retrait. Sa présence est un fait, un élément du contexte de la séparation envisagée par Delphine. Oui, Mais il n'a pas occupé une place aussi centrale ou controversée dans l'enquête ou dans les médias que celle d'Olivier Durandretz. Il n'est pas présenté comme ayant potentiellement interféré avec l'enquête de la même manière. d'accord. Donc, même point de départ, l'existence d'un amant, mais des trajectoires et des implications très différentes dans le déroulement des affaires respectives, C'est ça. selon ce que rapporte l'auteur. C'est une nuance importante. Absolument. Ça montre que chaque affaire, malgré des similitudes de surface, conserve sa dynamique propre. Tout à fait. Un autre phénomène particulièrement troublant est relevé par l'analyse dans les deux cas. C'est l'apparition de témoignages tardifs. Ah oui. Souvent à des moments clés de la procédure, qui semblent parfois calculés pour déstabiliser l'enquête ou influencer l'opinion publique. On se souvient dans l'affaire Viguier, Des déclarations fracassantes de la babysitter juste avant le premier procès en 2009. c'est vrai. Ces accusations contre Jacques Viguier, finalement elles étaient peu étayées, Non. mais elles avaient semé un doute considérable et ajouté à la confusion ambiante. Et ce schéma se répète de manière frappante dans l'affaire Jubilard. C'est fou. Oui, L'article énumère ces témoignages qui ont fait couler beaucoup d'encre. Celui d'une ex-voisine, Séverine là. oui, qui aurait entendu une dispute. Une dispute et des cris, la nuit de la disparition. Puis celui d'un codétenu de Cédric Jubilard, Marco. Ah oui, les fameux aveux en prison. Voilà, rapportant des aveux présumés en prison. Et plus récemment encore, les déclarations d'une autre femme, Jennifer, prétendant elle aussi avoir recueilli des confidences. C'est classique ça. Ces témoignages émergent souvent longtemps après les faits. Leur fiabilité est difficile à évaluer, mais leur impact médiatique est immédiat. Bah oui, ils introduisent du bruit dans le dossier. Ils forcent les enquêteurs et la justice à vérifier, à démêler le vrai du faux. Et ça peut potentiellement polluer la perception des jurés si l'affaire va aux assises. Exactement. C'est une constante dans les affaires très médiatisées. L'analyse soulève d'ailleurs une question assez vertigineuse. Laquelle ? Cédric Jubilard aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, s'inspirer ou du moins s'intéresser de près à l'affaire Viguier ? Ah, L'auteur note cette coïncidence géographique et judiciaire, le procès en appel de Jacques Viguier, qui s'est soldé par un acquittement. oui, en 2010. Il s'est tenu à Albi, la ville même où Cédric Jubilard devrait être jugé. C'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. Simple coïncidence ou écho plus profond, l'auteur n'hésite pas à qualifier l'ensemble de ces similitudes de troublantes. C'est une spéculation intéressante de l'auteur. Difficile à prouver, évidemment. Bien sûr. Mais ça souligne à quel point ces affaires peuvent entrer en résonance dans la mémoire collective locale et potentiellement même dans l'esprit des protagonistes des affaires suivantes. Oui. La notoriété de l'affaire Viguier et surtout son issue, l'acquittement, ça a forcément marqué les esprits dans la région. Alors, si on essaye de synthétiser un peu, l'analyse qu'on a parcourue met en lumière une série de parallèles assez stupéfiants quand même entre ces deux affaires toulousaines. Oui, à 20 ans d'intervalle. Le mari qui donne l'alerte, le contexte de crise conjugale aiguë, la présence d'un amant, Une enquête qui se cristallise très vite sur le mari. malgré l'absence de preuves directes flagrantes. Des gestes suspects autour d'éléments domestiques, le matelas jeté pour Viguier. La couette lavée pour Jubilard. Et cette apparition de témoignages tardifs et parfois ambigus. Ça fait beaucoup de points communs. En effet, le tableau comparatif est saisissant, mais il est tout aussi crucial, et l'analyse le fait bien, de souligner les différences notables. Oui, lesquels principalement ? L'absence de traces de sang exploitables chez les Jubilard, alors qu'il y en avait, même contesté, chez Viguier. Ça, c'est majeur. Et le rôle apparemment moins central et moins ambigu de l'amant dans l'affaire Jubilard comparé à l'affaire Viguier. D'accord. Au-delà de cette comparaison, ce que ces deux affaires illustrent tragiquement, c'est le défi immense posé à la justice face au crime parfait présumé. Le meurtre sans corps. Sans aveu, sans scène de crime évidente, tout repose alors sur la capacité des enquêteurs à tisser ce faisceau d'indices graves, précis et concordants. Et sur l'intime conviction des juges ou des jurés. Exactement. Et comme le suggère l'analyse, il est possible que les enquêteurs de l'affaire Jubilard aient eu en tête les écueils de l'affaire Viguier. Oui, Notamment la manière dont la défense avait réussi à démonter à un les éléments à charge conduisant à l'acquittement. Peut-être une volonté d'éviter de reproduire certaines erreurs ou fragilités de l'enquête précédente. c'est une hypothèse plausible, oui. Chaque grande affaire non résolue ou controversée laisse des traces dans les pratiques d'enquête. C'est sûr. L'affaire Viguier, avec son double acquittement aux assises faute de preuves jugées suffisantes, constitue un précédent judiciaire majeur. Surtout dans la région. Oui, à Toulouse et Albi. Difficile d'imaginer que les acteurs de l'affaire Jubilard n'en soient pas conscients. En conclusion de cette exploration, basée sur l'analyse de Vladimir Max, la comparaison entre les affaires Jubilard et Viguier est Riche d'enseignements.
Elle nous montre des schémas qui semblent traverser le temps, des dynamiques humaines et judiciaires qui se répètent, tout en soulignant bien sûr les spécificités irréductibles de chaque drame. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve, une réflexion à poursuivre. Oui, compte tenu de ces similitudes frappantes dans les circonstances des disparitions, le déroulement des enquêtes, malgré 20 ans d'écart, l'évolution des techniques, les différences propres à chaque cas, qu'est-ce qu'il faut en déduire au fond ? C'est la grande question. Est-ce que ça suggère l'existence de scénarios récurrents, presque archétypaux, dans les conflits conjugaux qui dégénèrent en tragédie et en dissimulation ? Ou bien est-ce qu'il faut plutôt s'interroger sur la manière dont la mémoire collective, amplifiée par une médiatisation intense, façonne notre regard ? C'est intéressant comme angle. Autrement dit, dans quelle mesure l'affaire Viguier, si présente dans les esprits à Toulouse et Albi, a-t-elle pu influencer, même inconsciemment, la lecture publique, médiatique, voire judiciaire de l'affaire Jubilard, indépendamment des faits eux-mêmes ? Le poids du passé. C'est ça, une interrogation sur le poids du passé et des narrations préexistantes sur notre compréhension du présent judiciaire, une pensée à méditer, je crois, alors que le procès Jubilard approche. Vous venez d'écouter Affaire Jubillard, un écho troublant à l'affaire Viguier, un podcast réalisé par la page culture de l'Hebdo des Toulousains. Retrouvez l'Hebdo des Toulousains et le petit journal en presse le jeudi.